Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, en tout cas moi ça va un petit peu mieux. Alors aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu en guise de provocation quelque part, mais aussi au fur et à mesure un petit peu de mes retours d'expérience, l'infra as code sans code. Alors vous allez comprendre pourquoi, parce que généralement ce qui se passe c'est qu'on a tendance à vouloir automatiser et parfois peut-être sur-automatiser les choses ou sur-industrialiser. Il ne faut pas mélanger l'automatisation et l'industrialisation, on reviendra certainement sur ces aspects-là dans une prochaine vidéo. Donc jingle et c'est parti. Alors c'est parti, donc l'infra as code sans code. Donc l'idée c'est plutôt d'essayer de penser concept, plutôt quelque chose de conceptuel et de se dire et de viser certains objectifs. Alors c'est pas valable dans tous les environnements, ce n'est pas non plus quelque chose qui est comment rédhibitoire. Ça veut pas dire qu'il faut le chercher à tous les coups, mais en tout cas c'est quelque chose qui permet, vous allez voir, d'avoir quelques atouts qui sont assez sympathiques. Et ça c'est plutôt quelque chose que j'ai retrouvé au fur et à mesure des expériences que j'ai passées dans différentes entreprises. Alors déjà, première chose, qu'est-ce qu'on entend par code dans le cas de figure qui est présent? Attention, c'est pas une définition formelle, c'est pour bien comprendre le concept en question. Donc première chose, le code, c'est éviter de taper du Python, du Ruby ou autre langage qui est intégré dans l'outil d'infra as code ou de configuration, on va dire, as code, type Ansible, type Puppet, type SoulStack, type Chef Infra par exemple, ou d'autres encore comme Terraform par exemple. Ça ne veut pas dire derrière qu'on va pas utiliser les éléments, on va dire, natifs, ou en tout cas qui sont prévus pour être utilisés de base, en standard, dans ces outils-là. C'est-à-dire, par exemple, on va utiliser du YAML, bien sûr, par exemple, sur du Ansible. On va utiliser des fichiers RB avec des éléments qui font appel, par exemple, à du Ruby dans le Chef Infra, par exemple, ou dans Puppet encore. Et on va utiliser également les outils, bien sûr, de templating qui sont dédiés avec, et les langages, on va dire, de templating qui sont dédiés à ces outils-là. On a Jinja, par exemple, quand on utilise, généralement, quand l'outil utilise du Python. Donc Jinja, ça va être sur Ansible, SoulStack, par exemple. Et puis, on va avoir de l'ERB quand ça va être du Ruby, par exemple. Comme sur par exemple, Chef Infra ou encore sur Puppet. Alors, il y a le bientôt nouveau-né, ou en tout cas le nouveau-né, aussi JetPorch, on en reparlera peut-être plus tard, qui est lui en Rust, qui est en train d'émerger, et qui est créé par le fondateur de Ansible, donc Michael Dehaene. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant aussi à découvrir, parce que lui a une très très forte expérience dans ce domaine-là, et a un avis extrêmement intéressant, justement, sur l'aspect de ces complexités d'infrastructure. Alors, pardon. Donc, une fois qu'on a défini ce pourtour-là, donc l'idée c'est d'éviter de mettre ce qu'on entend du coup par du code, c'est-à-dire du Python ou du Ruby, dans ces outils-là, vraiment de manière très poussée, élaborée, telle qu'on développerait finalement du code proprement dit. Alors pourquoi faire ça? Donc avant toute chose, c'est déjà il faut se replacer dans un contexte, dans un environnement donné. Ça c'est la première chose qui est importante. Ça veut dire que c'est pas valable pour toutes les entreprises. Donc hop, on va se mettre environnement. J'entends par là que suivant les cas de figure, si par exemple vous êtes, je sais pas, un site de e-commerce de taille moyenne par exemple, eh bien vous n'allez pas avoir de difficulté à finalement éviter de mettre trop de code, on va dire, dans cette infra as code, trop de développement, et pouvoir reposer sur les modules natifs. On va balayer aussi ces petits éléments-là, les modules natifs de ces outils-là. Ça, c'est valable parce que voilà, l'infrastructure peut être relativement soit modeste ou en tout cas standard, et vous allez retrouver très facilement des modules qui, eux, vont être, pour le coup, vont avoir été développés, mais l'avantage, c'est que la charge, c'est pas vous qui allez maintenir ces outils-là. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans ce concept-là. Derrière, si vous êtes, par exemple, un hébergeur, déjà, il y a de plus fortes chances que vous soyez amené, finalement, à développer quand même un petit peu de code de temps en temps. Pourquoi? Parce que vous allez être amené à avoir des choses potentiellement plus spécifiques à ce que vous voulez faire, et surtout vous allez vouloir d'une part automatiser beaucoup plus les choses et industrialiser beaucoup plus les choses, c'est-à-dire la capacité. Donc automatiser, c'est faire en sorte que voilà, on a un process qui est standard et qui va être scripté, on va dire au sens très large du terme, et qu'on va pouvoir
jouer facilement et de bout en bout, et du coup à la fin on a un environnement in fine qui est configuré, programmé, etc. Industrialiser, c'est encore le niveau au-dessus, c'est-à-dire c'est la capacité d'une part à faire de l'automatisation, mais à faire en sorte que cette automatisation puisse être répétitive des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois, etc. Donc c'est vraiment une différence assez importante, et c'est un coût à chaque fois, c'est-à-dire d'une part automatiser, ça a un coût, alors ça apporte généralement très rapidement un retour sur investissement. Industrialiser, là ça a un coût encore supplémentaire, et derrière, le retour sur investissement peut être important si bien sûr c'est adapté à votre business, mais si ce n'est pas adapté, ça va être des coûts par exemple de maintenance, des coûts de ressources humaines, de formation, d'onboarding qui vont être beaucoup plus importants, et de maintenabilité qui vont être beaucoup plus importants. Donc ça c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Donc, et on va dire la chose poussée un peu plus loin, donc on a parlé des hébergeurs, plus généralement on peut parler par exemple de cloud provider. Si vous travaillez chez un cloud provider, bien sûr que vous allez être amené à mettre du code, parce que là voilà, il va y avoir une nécessité de vraiment fortement industrialiser les choses, et ça c'est quasi inévitable. Derrière vous allez être même amené à développer des API pour pouvoir fournir un service à d'autres personnes. C'est le cas, ça on en reparlera certainement dans d'autres vidéos, du platform engineer, où une part de ces fondamentaux, et c'est pour ça que ce rôle de platform engineer est pas forcément adapté pour de petites sociétés. Le but c'est de fournir finalement des outils, un support sur ces outils à des équipes de développement par exemple. Et bien derrière, bien sûr, si vous fournissez des outils de type API pour des développeurs, vous allez être amené à développer, ça va apporter un service vraiment top, haut niveau on va dire pour les développeurs. Derrière bien sûr ça va engendrer beaucoup de développement de ce côté-là, donc il faut trouver un équilibre. Tout ça n'est qu'une question d'équilibre, sans cesse, quelque chose qui est très très important à avoir en tête. Donc ce qu'il faut mettre dans la balance, c'est l'équilibre entre le gain de temps que ça va apporter finalement, de développer ces éléments-là parce que ça n'existe pas nativement. Si ça existe, il faut surtout pas mettre de code, c'est là où c'est important de se reporter à ce qui existe dans les outils. Donc c'est le gain de temps, c'est ce qu'apporte cette industrialisation, cette automatisation, mais qui est à mettre au regard des ressources finalement qu'on va investir dedans. Et les ressources, ça peut être financière, ça peut être humaine, c'est-à-dire ne serait-ce que du temps, ça peut être de la formation, et de la formation au sens large, c'est-à-dire si vous avez un nouvel arrivant, une nouvelle personne qui arrive dans votre société, si vous avez une équipe où vous avez un fort roulement lié à un environnement, etc., peu importe, vous avez un fort roulement des équipes, si vous avez des choses qui sont très complexes à chaque fois à expliquer et que les gens se barrent au bout de 6 mois, d'une part peut-être que ça vient même de ça, mais peut-être également c'est qu'il faut revoir ces éléments-là et faire en sorte de simplifier les choses plutôt que d'essayer de chercher un mouton à 5 pattes qui est difficile à trouver et qui, quand il est trouvé, il coûte peut-être très cher pour finalement un équilibre qui est finalement pas forcément ultra nécessaire. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Pardon. Donc très important. Et derrière, du coup, ça veut dire qu'il faut avoir une relativement bonne connaissance des outils et de ce que procurent les outils, et avoir surtout les réflexes pour acquérir cette connaissance, ou en tout cas les réflexes pour évoluer. C'est-à-dire que globalement, et ça je dirais peu importe la taille de la structure et les éléments dont on a parlé tout à l'heure, dans tous les cas, la dernière chose à faire, c'est de mettre du code dans l'infra as code, du code qu'on va maintenir soi-même. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux déporter la maintenabilité du code sur des communautés, sur d'autres équipes. Alors certes, ça n'enlève pas qu'un jour peut-être la communauté va abandonner le projet, etc. Donc il faut quand même peser comment on va dire, la maintenabilité de ces outils-là et la dépendance à ces outils-là. Mais il y a quand même certains outils où les communautés sont extrêmement fortes. Donc ce qui est important, c'est la richesse de l'outil en question. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc attention, l'outil, il faut aussi qu'il réponde à votre besoin. Si par exemple vous faites du Ansible, vous avez un parc énorme, ça va être extrêmement délicat. Donc il vaut mieux avoir des outils type StallStack, etc., qui utilisent plutôt des agents, etc. Donc ça, c'est plutôt un aspect strictement technique.
Mais du point de vue conceptuel, il faut aussi que ces outils aient une certaine richesse dans les outils qui sont dans les modules qui sont fournis. Donc on va utiliser d'une manière générale le terme module, c'est-à-dire c'est des éléments qui sont développés par la communauté et qui vont apporter la facilité à configurer tel ou tel outil. Ça peut être des outils, des switches réseau par exemple, ça peut être du système, ça peut être des bases de données, ça peut être des message queues, etc. Si on prend l'exemple avec Ansible, c'est ce qui en fait sa très grosse force. Après, on l'a dit, hein, ça peut être difficile sur des grosses infrastructures, mais derrière, vous allez trouver énormément de modules pour vraiment différents types d'équipements réseau, par exemple. Alors ça, c'est pour vraiment l'aspect réseau, mais vous allez retrouver aussi des configurations possibles. Vous avez du Apache, par exemple, un module très spécifique sur Apache, module très spécifique sur Kafka, module spécifique sur, je sais pas, sur Azure, sur du cloud également. Vous allez en retrouver, même si c'est pas forcément les meilleurs outils, le meilleur outil pour faire du provisioning dans le cloud. Vous allez retrouver, bien sûr, une couche système qui est extrêmement élaborée, donc les modules système sont très élaborés, poussés et bien maintenus généralement, c'est-à-dire que pour n'importe quelle tâche généralement que vous allez faire dans le terminal, vous allez retrouver généralement un module Ansible, en tout cas les tâches de base qui permettent de configurer une machine. Donc ça c'est quelque chose qui est essentiel, et ce module intègre notamment la gestion de l'idempotence, qui est quelque chose d'assez difficile à réaliser, ou en tout cas qui est coûteux à réaliser en temps, j'entends, et en maintenance pour ce type d'outil. C'est-à-dire de vérifier que, par exemple, si je pousse un fichier une fois, si je repasse une deuxième fois sur mon infra pour la reconfigurer, si le fichier existe déjà tel que je l'ai décrit, il va rien faire, il va juste passer et dire ok, il n'y a pas de souci. Ça c'est quelque chose qui est important, et si vous le développez vous-même, faites l'exercice, hein, prenez ne serait-ce que du Python, qui est un langage extrêmement simple, prenez du Python et juste faites en sorte de créer une arborescence et de vous assurer de créer cette arborescence, c'est-à-dire avec une structure récursive, hein, pour donner un petit peu de difficulté, juste une structure récursive avec la gestion des modes, donc des chmodes, des permissions, des honneurs, et de vérifier que ça existe ou pas, et de dire quand ça existe, finalement, et dans les conditions que j'ai prévues, je ne fais rien. Essayez de le faire en Python, vous allez voir, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant, parce que vous allez voir que ça apporte un petit peu de la difficulté, et c'est là où on mesure l'intérêt d'utiliser les modules de la communauté. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour se dire, eh bien, finalement, vaut mieux déporter cette charge de travail ailleurs, sur une communauté, quitte parfois à y participer, hein, c'est quand même le but de l'open source, hein, le but c'est pas que de profiter soi-même, et donc là vous voyez, vous trouvez vraiment plein de choses pour Ansible, plein de modules, il y en a vraiment énormément. Alors il y a beaucoup de modules réseau, mais il y a aussi plein d'autres modules sur Postgres, sur plein de choses. Ça va être vraiment, vous allez retrouver aussi des modules dédiés à Prometheus, à Grafana. Après il y a les modules officiels, il y a les modules que vous allez pouvoir retrouver aussi développés spécifiquement par des entreprises aussi. Donc c'est quelque chose qui est très riche. Je sais plus, à une époque je les avais comptés, mais c'est en milliers hein, que ça se compte, donc c'est quand même non négligeable. Et ça veut dire que quand vous faites une tâche, par exemple avec Ansible, systématiquement, vous devez vous poser la question, est-ce que le module n'existe pas? Donc soit les modules existent, et donc là vous les utilisez. Si vous vous dites, ah tiens, il va falloir que je développe quelque chose, toujours le réflexe, allez voir dans la liste des modules, il y a certainement quelque chose qui existe. Par exemple ici, vous avez des modules MySQL par exemple. Donc n'allez pas développer des choses pour dire, tiens, je crée une database en shell par exemple. Donc vous avez un autre réflexe à avoir également, c'est donc dans ces outils d'infrascode, quand vous lancez du shell, de la commande shell intégrée dans cet outil infrascode, posez-vous la question si ce que vous faites ne peut pas passer par un module. Ça c'est quelque chose de fondamental. Un expert Ansible me l'avait expliqué et m'avait dit, déjà ne serait-ce que pour voir la qualité du code Ansible d'une infrastructure, relire les choses, quand il y a du shell dedans, quand il y a des commandes dedans, attention, c'est un warning, ça veut dire que derrière, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées dedans en termes de qualité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, et donc derrière, juger de la richesse d'un des outils, hein, peu importe, SaltStack, Ansible, Chef, Puppet, déjà c'est aussi passer par cette phase-là, c'est de se dire, ok, moi, mon type d'infrastructure, je vais utiliser tel et tel outil, etc.,
eh bien, est-ce qu'il est riche en matière de modules? Donc là, on a vu que Ansible, finalement, bon, c'est grosso modo, pour avoir pratiqué chacun, c'est le plus riche dans ce domaine-là. Je vous l'ai dit, il a d'autres inconvénients à côté, hein, mais il a aussi d'autres facilités également. Si on prend Salt, par exemple, lui est beaucoup moins riche. Alors il reste riche au niveau réseau, mais sur d'autres aspects, il va être moins riche, une communauté un petit peu moins importante. Par contre, il a d'autres atouts, hein, donc il fait du mode adjunct, par exemple. Si on prend Chef, on va pas tous les refaire, hein, mais si on prend Chef, alors déjà, ne serait-ce que la documentation est beaucoup moins bien faite. C'est-à-dire que si vous voulez trouver la liste des modules vraiment listée item par item pour vous donner un ordre d'idée global des choses, c'est difficile parce qu'en fait, tout se situe quasiment sur la même page. Donc déjà, rien que partir sur cette base-là, on part déjà avec un petit handicap. On ne va pas faire peuplette. Donc ce principe-là est quelque chose de fondamental, de toujours se poser cette question-là, et de se dire, est-ce que l'outil en question est riche ou pas? Est-ce qu'il est adapté ou pas aussi à mon usage sur d'autres aspects, hein, faut pas oublier les autres aspects. Et donc ça, les modules, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental sur ces aspects-là. Et donc derrière, hein, il faut vraiment viser une chose, c'est la maintenabilité des choses et l'efficacité des choses. Autre exemple qui est important, c'est jusqu'où je pousse l'automatisation. Donc on va parler d'automatisation, on va pas parler d'industrialisation, mais un exemple, si par exemple vous êtes amené, par exemple, vous configurez un outil qui a besoin à un moment où vous voulez initier un utilisateur dedans, ou des utilisateurs dedans par exemple, et cet outil-là, pour l'initialiser, il faut passer peut-être par une API ou autre, et éventuellement la suite d'éléments à réaliser peut être un petit peu complexe peut-être à coder, on va dire. Et vous vous dites, ok, moi ce que je veux faire c'est l'automatiser bien sûr, donc du coup je vais le mettre dans mon outil d'infra as code. Eh bien parfois il faut le faire, assez souvent même, il faut quand même le faire, mais parfois, et là c'est vraiment plutôt le concept qu'il faut comprendre, en tout cas le réflexe, mais à d'autres fois par exemple, ça va pas être du tout intéressant de le faire. C'est-à-dire que je vais passer beaucoup plus de temps à créer l'automatisation qu'à finalement faire la petite tâche que peut-être je ne vais faire que une fois tous les 3 ans, 4, 5 ans. Alors attention, ça ne veut pas dire que parce que c'est rare non plus, il faut pas le faire, parce que l'automatisation peut faire en sorte aussi qu'on n'oublie pas de faire cette tâche-là, c'est-à-dire on prend partie intégrante de la configuration de l'outil, mais peut-être aussi que ça va beaucoup plus vite de le dire, c'est 2 clics finalement, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, dans une interface graphique, ou un pauvre curl qui va être passé, ou un simple script bash qui va être réalisé, plutôt que de créer toute l'infra, tout le code d'infra as code en Python, en Ruby ou peu importe, pour créer ça. Parce que derrière aussi, ce qu'il faut voir, c'est quand on va utiliser ces langages d'outils natifs de ces outils, on va dépendre de librairies, que ce soit du Ruby ou du Python, peu importe, on va dépendre de librairies. Et si c'est vous qui amenez les choses, c'est vous qui allez vous charger de maintenir ces éléments-là, de maintenir les bonnes corrélations entre les versions, et ça aussi, c'est non négligeable. Derrière, en plus, parfois, suivant les cas de figure, on va avoir tendance vraiment à faire du vrai développement de ces modules, c'est-à-dire on va faire, je sais pas, du Python, peu importe, on va faire une vraie CI/CD pour la construction de ces modules. Derrière, ça veut dire aussi une maintenance aussi de cette CI/CD, etc. Et il faut se poser la question, c'est est-ce que ça dépend par exemple uniquement d'une seule personne? Si on a une toute petite équipe, le jour où cette personne part, il va falloir pouvoir reprendre ces éléments-là, pouvoir les maintenir dans le temps, etc. Si ça aboutit finalement à se dire tout ça on le met à la poubelle pour finalement repasser au mode où je fais 3 clics dans une interface, il faut se poser des questions. Donc c'est vraiment quelque chose, je trouve cette question, et pour avoir vu l'efficacité de pouvoir se poser cette question-là, de se dire est-ce que je le développe ou pas, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'efficacité d'une infrastructure. Parfois, il faut le faire, et même peut-être systématiquement le faire, en tout cas après avoir balayé les différentes solutions qui peuvent être faites préalablement en amont. Donc on a parlé des modules, mais ça peut être aussi d'autres solutions mises en œuvre qu'apportent les outils nativement, et il faut toujours essayer de reposer sur les choses qui sont proposées par les outils nativement. Et puis derrière, on aboutira à du code si c'est vraiment nécessaire, parce qu'on juge que finalement le gain est beaucoup plus important. C'est une opportunité de le faire plutôt que de le faire finalement à la main. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a pesé.
c'est qu'une question d'équilibre, hein, et c'est quelque chose qui est, je dirais, c'est presque comme une hygiène. J'entends par là, c'est que dès lors qu'on fait de l'infra as code ou de la configuration as code, peu importe, j'ai assimilé un peu l'ensemble, eh bien, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois, il faut avoir ce réflexe-là, de se dire, est-ce que je pousse trop loin les choses ou pas trop loin les choses? C'est valable aussi pour les outils de testing, de configuration ou d'infra as code. Il y a des gens qui vont faire des choses très très abouties, très bien, très poussées. Derrière, ça veut dire de la maintenance. Est-ce que j'ai les ressources pour le faire en nombre, en niveau, est-ce que j'ai besoin de formation? Est-ce que je n'ai pas plus intérêt à développer d'autres choses qui sont beaucoup plus prioritaires sur la maintenance de mon infrastructure, du monitoring ou autre, plutôt que de faire ça? Donc il faut trouver l'équilibre et toujours se poser ces questions-là et de se dire, voilà, quand on est lead, c'est quelque chose qui doit être au cœur des choses. On me propose de faire ça, un SRE, un ingénieur, peu importe, me propose quelque chose, ou en tout cas on en discute avant surtout qu'il se lance dans son travail, on en discute et on se dit, ok, si jamais ça devient trop compliqué, c'est là où on évalue les choses et on se dit, on le fait ou on le fait pas, et on le fait pas forcément parce qu'on a envie de se faire plaisir non plus, parce que c'est pas forcément un cadeau pour soit les copains qui arrivent après, soit pour l'entreprise sur laquelle on a développé des choses, parce que des fois, en termes de maintenabilité, certaines choses peuvent coûter très cher. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est conceptuel. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!